Salut les disciples. Et voilà, c'est la fin de l'année, donc dernier Comment va la boxe du mois de décembre. On va revenir sur les combats qui ont marqué ce mois de boxe. Et j'espère que je vous en aurai assez dit parce qu'il y a eu beaucoup de combats et je vais faire au mieux pour vous dire les combats que moi j'ai trouvé marquants pour cette fin d'année. Et on finira bien sûr avec les annonces du mois pour l'année prochaine avec des très très belles affiches. Donc c'est une année qui finit fort. On a eu des super combats pendant ce mois de décembre. Le premier qui était le 3 décembre, donc c'est Billy Joe Saunders qui a affronté Arthur Akavov. Ce qu'on peut retenir de ce combat, qui n'était pas un combat génialissime, c'est que Arthur Akavov était affûté, il était prêt, il a saisi sa chance. Je vous rappelle que Billy Joe Saunders est le champion WBO des poids moyens. Et lui, par contre, je pense qu'il avait un peu fait la fête en cette fin d'année, en cette fin voilà, en ce début d'hiver, et qu'il était un peu en surpoids, on peut le voir, enfin en surpoids. Il était au poids, mais il n'était pas très affûté, il était un peu gras, et on sentait qu'il a mis beaucoup de temps à rentrer dans le combat, donc c'est un peu sa boxe. Il a une boxe un peu lente à démarrer, mais c'était un peu risqué parce que Akavov, il lui est rentré dedans, et lui, il était prêt, il avait envie d'en découdre. Donc, il y avait un petit peu de suspense en début de combat, puis au fil des rounds, il a vraiment dominé son adversaire, mais ça reste un combat assez décevant et assez surprenant. C'est-à-dire qu'on s'est dit, punaise, il n'est pas en super forme, quoi. Il ne nous a pas convaincus, en fait, dans ce combat. Passons au 10 décembre. Au 10 décembre, nous avons eu Jermall Charlo contre son challenger officiel, Julian Williams. Donc, je vous rappelle que Charlo est champion IBF des poids super welter. Donc, on a eu un très beau combat et il a dominé son adversaire. Il l'a vaincu par KO dans le 5e round, un super KO qui a fait le tour du web. Ensuite, nous passons au retour de Abner Mares contre Jesus Suellar. Bref. Donc, Abner Mares qui fait son comeback, donc il est cité dans les comebacks de l'année, donc pour cette année 2016, parce que je vous rappelle qu'il avait été battu par Leo Santa Cruz, donc c'était un duel d'invaincus, et depuis il peinait un petit peu à revenir. Et là, donc, il récupère un titre WBA. Alors, un titre WBA, pas le titre, parce que la WBA, ils ont un paquet de titres et c'est très 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 difficile de s'y retrouver. Donc, il récupère un titre WBA, mais le super champion reste Carl Frampton, donc, voilà, qui est lui le champion du monde WBA. Des poids plumes, je vous rappelle le poids plumes. Ensuite, nous avons John Molina Jr. qui a rencontré Terence Crawford. Alors, John Molina Jr. donc, devait disputer ce championnat du monde, mais les titres n'ont pas été mis en jeu car Molina Jr. est arrivé beaucoup trop gros à la pesée d'avant-combat. Donc, vous savez qu'il faut être au poids pour disputer une ceinture mondiale. Donc, le combat a quand même eu lieu, voilà, parce qu'il y avait quand même une bourse à tenir. Je crois qu'il a quand même perdu sur sa bourse, hein, Molina, mais bon. Et je m'étais dit, c'est un peu risqué pour Crawford d'être face à un adversaire plus gros que lui, plus lourd que lui, parce que forcément ça tape plus. Et ben, il a quand même massacré son adversaire et il l'a vaincu par KO. Donc vous voyez, lui, il fait pas de chichi. Il était au poids, il était prêt et il a quand même battu son adversaire qui lui était en surpoids. Et voilà, il n'y a rien à redire. Il lui a passé un savon. Donc, Molina, on suppose qu'il a un peu fait la fête après sa dernière victoire. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas arrivé très affûté sur le ring. C'est dommage parce que, bon, enfin, c'est dommage pour lui, quoi. Ensuite, nous passons au combat du mois. Donc, voilà, c'est mon coup de cœur de ce mois. Et il a été cité comme combat de l'année. Bon, je pense qu'ils en font un peu trop, mais parce que je pense qu'il y a eu de plus beaux combats cette année. Mais voilà, je vous le dis, c'est Dylan White contre Derek Chisora qui nous ont fait un super combat. Donc, c'est deux poids lourds. Donc c'est des poids lourds qui ont déjà eu une chance mondiale et qui l'ont raté tous les deux. Et donc ils étaient sensiblement au même niveau. Donc on pouvait s'attendre à un combat équilibré et ça a été un super combat. Il y a eu du suspense sur tout le combat. Et étonnamment, c'est un combat où il y avait une véritable opposition de style parce que Dylan White s'est avéré être un technicien, donc c'est lui qui était le plus précis, qui faisait les enchaînements les plus efficaces, et face à lui, il y avait Derek Chisora qui cherchait à lui rentrer dedans, qui cherchait à le massacrer, à lui marcher dessus, qui faisait sa boxe, quoi, sa boxe habituelle. Et du coup, ça nous a donné un super combat, je vous invite vraiment à le regarder, et ça s'est fini avec une victoire de Dylan White au point. Ensuite,
Le combat de la soirée, donc dans cette même soirée, était entre Anthony Joshua et Eric Molina. Comme on pouvait s'y attendre, Molina s'est fait littéralement fracasser par Anthony Joshua, par la puissance de frappe d'Anthony Joshua. Donc ça, c'est pas une surprise. Mais bizarrement, après le combat de Dillian Whyte et de Derek Chisora, c'était un combat qui nous paraissait bien fade. Malgré qu'il y ait eu un KO et dans l'autre combat c'est allé au point, ce combat-là finalement était très fade à regarder et on s'est un peu embêté, hein. Quand même, il faut le dire, on s'est un peu embêté, on attendait seulement le KO. Par contre, le truc cool, ça a été l'annonce, surprise plus ou moins, qu'il y a eu en fin de combat. Et on en parlera plus tard dans la vidéo. Donc dans cette même nuit, nous avons eu un autre championnat du monde des poids lourds, parce que je vous rappelle qu'Anthony Joshua est champion du monde, donc c'était une défense de titre. Et l'autre championnat du monde, comme les ceintures de Tyson Fury ont éclaté, il y avait un combat pour le titre vacant WBO, non, je me suis pas trompé, c'est WBO, entre Joseph Parker et Andy Ruiz. C'est Joseph Parker qui a remporté ce combat. Je vous avouerai que je n'ai pas encore vu ce combat, mais de ce que j'ai pu en lire, c'était pas un combat super. Bon, il remporte le titre, tant mieux pour lui. Je pense qu'il va garder ce titre un moment avant d'aller affronter un autre gros nom des poids lourds. Voilà, il va rentabiliser son titre. C'est un peu ce qui se passe dans la boxe avec les fédérations, hein. Ils avaient un titre unifié depuis 9 ans. Ça a éclaté. Ils vont garder un peu leur champion chaque fédé, je pense. Donc c'est un peu dommage pour nous, public, parce qu'on aimerait, nous, avoir des champions unifiés, incontestés, comme à la belle époque. Ensuite, dans cette même nuit encore, donc c'était une nuit qui a été très riche, quelque chose qui me tient à cœur, c'est le retour de Julio César Chavez Jr., donc le fils du grand boxeur Chavez. Et c'est un boxeur que je suis depuis de nombreuses années. Donc là, il a fait son retour, il a gagné au point. Je suis bien content pour lui, et bon... C'est un boxeur, pour moi, c'est un peu tout le temps le champion des faux espoirs. C'est-à-dire qu'on parle de lui pour affronter un grand champion ou un nom, et finalement, on lui préfère toujours quelqu'un d'autre. Donc là, la dernière rumeur, c'est qu'il va affronter Canelo Alvarez pour un duel de Mexicains. Moi, j'en serais ravi, parce que c'est deux boxeurs que je suis depuis de nombreuses années maintenant. Donc je serais très content de les voir s'affronter, donc au même poids, donc en poids moyen. Ça serait peut-être mieux pour Chavez, qui serait moins en difficulté pour faire le poids. Et Alvarez, d'aller le chercher vraiment en poids moyen, peut-être qu'il y aurait quelque chose, un petit suspense là, dans ce combat du coup. De voir Alvarez aller faire un vrai test en poids moyen. Même si je pense qu'Alvarez est quand même bien au-dessus. Pour finir de cette superbe nuit de boxe du 10 décembre, nous avons eu Luis Ortiz, donc le poids lourd, qui a encore combattu David Allen. David Allen est allé au combat, voilà, il a fait son taf, et Luis Ortiz l'a vraiment dominé, il l'a dominé physiquement. Il y a eu quand même des petits suspens dans le combat. David Allen, voilà, il a été courageux, il a été brave. Et bon, ça se finit par un arrêt de l'arbitre. Je pense que David Allen aurait pu durer encore un peu plus dans ce combat, mais on ne peut pas reprocher à l'arbitre de l'avoir arrêté, car il était complètement dominé. Et Luis Ortiz, il cogne. Luis Ortiz, c'est vraiment un champion que j'attends de voir contre un gros nom. Parce que j'en ai un peu ras-le-bol qu'il fasse que ses combats de début de soirée. Moi, j'ai envie de le voir contre un vrai nom. Et j'ai envie de voir une vraie opposition face à lui, parce que je trouve qu'il est une belle boxe, je trouve qu'il cogne, je trouve que c'est un très beau poids lourd. Passons au 10 décembre. 10 décembre, nous avons eu le fameux combat de Bernard Hopkins contre Joe Smith Jr., encore un junior. Alors, c'était un combat, moi je m'étais dit, soit ça va être un non-combat, c'est-à-dire qu'il va tomber contre un mec qui est nul, parce qu'on ne le connaît pas particulièrement, ce Joe Smith Jr., et du coup, Hopkins, par sa boxe habituelle, va pourrir le combat. Et il y aura 12 rounds, 12 rounds, 10 rounds, complètement emmerdants. Et voilà, il faut dire les mots, parce que je me suis souvent emmerdé devant les combats de Hopkins. Ou alors, on va être face à un Joe Smith Jr. terrible, très dur, très fort, et qui va massacrer Hopkins. Parce que Hopkins, il faut vous rappeler qu'à 51 ans, il prenait un gros risque à revenir sur le ring. Et en fait, pas du tout. Hopkins a fait sa boxe où il essaye de, pas de pourrir le combat, mais de casser le rythme. Voilà, parce que pourrir, c'est un mot très fort. Il a fait des combats où il pourrit le combat, mais il casse le rythme de son adversaire. Donc il a fait ça, il a fait sa boxe,
Et Joe Smith, il a fait son combat, donc ça reste un très bon combat. Et au huitième round, Joe Smith touche très durement Hopkins et l'envoie valdinguer à travers les cordes et tombe du ring. Mais il tombe littéralement. Donc, regardez les images. Bon, alors Hopkins, une fois qu'il est tombé, il dit il m'a poussé, il m'a poussé. Vous regardez les images sur l'écran géant qui repasse les ralentis. Mais Hopkins est vraiment touché, surtout dans la séquence, dans le round d'avant, je crois qu'il finit le round, c'est très dur. Et il y a même encore un round d'avant, je ne me rappelle plus exactement, mais il est bien touché, puis il revient dans le combat. Et là, c'est une séquence où il est durement touché sur un enchaînement. Et vous savez, Hopkins, il a une façon de faire ses esquives très en souplesse, donc il va aller chercher bas, il va aller chercher loin en arrière. Et donc, en faisant sa série d'esquives, il est durement touché. Et donc, il est au bout d'une esquive, il se prend un uppercut court, c'était plus un uppercut pour le corps, mais bon, qui lui arrive en pleine face, et qui l'envoie, mais voler hors des cordes, et il tombe sur un mec, et le mec, ce bâtard, il s'enlève, et donc Hopkins, il tombe de bien 1m50 sur la tronche, quoi. Enfin, après t'être fait toucher et d'être tombé d'1m50 sur la tête, tu vas pas retourner te battre, parce que c'est lui, round 8, il reste encore des rounds à faire derrière, c'est risqué. Donc moi, ça m'étonne même pas qu'il ait arrêté. Il n'y a pas de honte à lui à avoir arrêté le combat là, parce qu'il est vraiment durement touché et il fait une sacrée chute quand même. Imaginez la chute comme ça, vous allez voir que on n'a pas envie de retourner après combattre, parce que John Smith, il envoyait quand même. Donc bravo à lui, ce combat m'a plu. Voilà, c'était pas Hopkins quand il avait 20 ans, mais voilà, je veux dire, à un moment, il faut raison garder, d'accord. C'est un combat d'un mec qui a 50 balais et qui fait un beau combat, qui est vraiment respect à lui. Et à son adversaire qui a fait le combat aussi, parce que du coup, on n'a pas un beau combat de boxe avec un seul boxeur. Il faut que les deux fassent un grand combat de boxe. On a pu le voir avec Anthony Joshua. Anthony Joshua est un très beau boxeur, mais s'il n'y a personne en face, ça ne donne pas un beau combat. Voilà. Ensuite, cette même nuit du 17, on a eu des boxeurs français qui ont combattu à La Réunion. Donc on a Hassan Ennam Njikam qui a fait un KO retentissant dès le premier round contre un certain Blanco. Alors, on parle de ce KO comme le combat de l'année, le KO de l'année. D'ailleurs, ESPN l'a cité comme KO de l'année. Alors, on va raison garder. J'aime beaucoup Hassan, je suis très 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 content pour lui qu'on parle de lui comme ça et qu'on le mette en avant, qu'on dit regardez, c'est le KO de l'année et tout. En plus, il récupère un titre WBA, un pseudo-titre. Moi, je vous ai dit, la WBA, c'est n'importe quoi, cette fédération, mais c'est pas grave, je suis content pour lui. On prend. On donne un titre WBA, on prend. Mais quand même, on va raison garder. Ce Blanco, on ne sait pas trop qui c'est, on ne sait pas trop d'où il sort. Donc c'est très bien pour Hassan, mais mollo. Mettre KO un type que personne ne connaît et avoir KO de l'année, ou mettre KO un champion, un super champion, vous voyez, il y a une différence de niveau. Donc je suis très content pour lui, je suis ravi pour lui, bravo à toi Hassan, et j'espère que tu vas avoir une nouvelle chance pour un vrai titre de champion du monde et que tu vas essayer d'aller le décrocher. Moi, je pense que Billy Joe Saunders, tu peux le prendre, Hassan. Vraiment, j'y crois. Tu peux le prendre. Donc pourquoi pas, ça ferait une belle opposition de style, là encore. On avait dans cette même soirée Michel Soro. Donc Michel Soro, c'est un boxeur dont moi j'ai beaucoup d'attentes, parce que je le considère comme l'un des 5 meilleurs boxeurs de cette année 2016. Donc pour 2017, j'ai beaucoup d'attentes envers ce boxeur et j'espère vraiment qu'il va aller encore plus loin. Donc là, il y a un arrêt de l'arbitre au 10e round contre Nuhu Lawal. Voilà. Donc bravo à Michel Soro aussi pour sa victoire. Enfin, ce 17 décembre n'a pas été rose pour tout le monde, car on a eu Johan Duopa qui a été mis KO par Alexander Povetkin, excusez-moi. Alors, ce combat-là a été particulièrement commenté sur la toile parce qu'il y a eu plein de rebondissements. Car dans le dernier Comment va la boxe, je vous disais que Povetkin allait affronter un Canadien. Que déjà il va affronter Wilder, le champion américain WBC, puis c'était tombé à l'eau parce qu'il avait été accusé de dopage. Là, il va affronter le Canadien, et le jour du combat, on apprend encore une fois qu'il a loupé des tests antidopage, et que du coup, ce combat contre le Canadien était annulé. C'était un combat que beaucoup attendaient. Vraiment, c'était une opposition de boxeurs que je pense qu'on était nombreux à avoir envie de voir. Et donc, face à ça, les Russes qui avaient organisé toute une soirée de boxe autour de Alexander, forcément parce que c'est leur star là-bas, se retrouvent un petit peu dans le caca, quoi, parce qu'ils n'ont plus rien.
Et en plus, ça fait vraiment une très très mauvaise image de leurs boxeurs et de leur boxe, de leur sport, du sport en général, parce que les Russes cette année, ça a été vraiment la catastrophe, hein. On se rappelle de Rio, donc voilà, c'était vraiment la grosse catastrophe. Et Johan Diopin, qui devait aller assister au combat, je vous rappelle qu'il a un titre WBC Silver, donc voilà, argent. Donc je pense que Alexander le voulait ce titre, donc il était censé aller voir le combat, donc histoire de faire un peu de promotion, peut-être pour un futur combat. Et il propose à Dioppa de monter sur le ring. Dioppa, voilà, prévenu le jour même ou la veille. Donc il y a eu plein de rumeurs qui ont circulé sur Internet. Et Dioppa a fini par l'annoncer. Donc le jour du combat, voilà les gars, je vous annonce ça sur Facebook, j'y vais. Je vais affronter Alexander. Alors là, je pense que, comme beaucoup, moi, comme beaucoup d'autres, on était surpris par ça. Donc moi, voilà, j'ai même appelé mon père en disant, ouais, tu te rends compte, waouh, Dioppa va affronter Alexander Povetkin. Excusez-moi, j'ai du mal avec les noms russes. Et alors le combat démarre. Et bon, ben voilà, c'est pas une surprise, hein. Alexander qui était prêt, mais vraiment, vraiment prêt. Si vous regardez les images du combat, il est affûté comme jamais il a été affûté dans sa carrière. Donc ça aide sûrement d'être bien préparé par certains produits. Mais en tout cas, il était affûté parce que c'était le jour de son combat. Donc même sans parler des produits, il était prêt. Ça fait des mois qu'il se préparait, il attendait que ça. On arrive au jour J. Alors que Dioppa, son combat contre Takam qui est programmé, c'est dans un petit moment. Donc il n'était pas au summum de sa préparation. Il n'avait pas ça en tête. Donc il faut prendre tout ça en compte. Et il a quand même accepté le combat. Alors par contre, je vous ai parlé de son titre WBC Silver. Il ne l'a pas mis en jeu contre Alexander. Donc contre Alexander, la seule chose qu'il mettait en jeu, c'était sa santé. Parce qu'il savait que de toute façon, il avait son combat contre Takam qui arrivait. Et que là, il mettrait son titre en jeu. Alors, Dioppa a été lâché pour tout le monde par tout le monde pour ce combat. C'est-à-dire que même son propre promoteur a dit « Moi, je ne le suis pas dans cette affaire ». Et il a quand même accepté de le faire. Donc mettons-nous à la place de Dioppa. Dioppa, il se dit quoi? Il se dit « J'ai fait un coup très fort en allant faire le championnat du monde contre Wilder, où personne ne m'attendait, et j'ai tenu presque jusqu'au bout, et je suis arrêté par l'arbitre debout. Et je suis devenu une star suite à ça. Cette année, il fait un magnifique KO. Donc il donne un magnifique KO contre le Viking. Là, excusez-moi, j'ai lu aussi Elinius, je crois. Je peux oublier son nom. Et suite à ça, il se dit, c'est ma chance. Parce que si je vais, que même sans gagner, mais que je réitère l'exploit que j'ai fait contre Wilder, donc de tenir et de mettre dans le mal Alexander Povetkin, et ça serait un exploit et du coup on parlera de moi. Et même pourquoi pas aller battre Povetkin en Russie. Ça serait génial. Donc je pense qu'il part avec cet esprit-là, en disant allez pourquoi pas, je saisis ma chance. Mais le manque de préparation, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas éviter de prendre en compte. Et malheureusement, Dioppa, ça a l'air d'être un taureau, et une fois qu'il a une idée en tête, on ne peut pas lui enlever. Et de toute façon, toute sa carrière, il a fait ça, donc il faut le comprendre aussi. Toute sa carrière, il a été soutenu par personne, et il a fait les combats comme ça, en allant à droite, à gauche, combattre. Donc pour lui, ça fait partie de sa vie. Mais maintenant, il a un nom. Il est rentable. Enfin, il est rentable, entre guillemets. Mais il a un nom. Il aurait fallu qu'il protège ce nom. Surtout qu'il avait le combat contre Takam qui arrivait. Donc sa priorité, c'était ce combat-là. Il y a une opportunité qui s'est présentée à lui. Il l'a saisie. Et pour sa bravoure, parce qu'il nous a quand même fait rêver d'y aller, on ne peut pas lui reprocher. Après, il y a eu un tweet sur Internet que je tenais à vous montrer. Donc voilà, je vous le mets. Qui résume bien la situation. C'est quand même dramatique pour notre sport ce qui s'est passé avec le combat entre Alexander et Johan. Je lui souhaite un très bon rétablissement. J'espère qu'il va revenir fort pour 2017. C'était une erreur d'aller combattre Alexander, mais un boxeur, ça boxe comme il le dit si bien. Donc, un grand respect aussi à lui pour avoir fait ça. Il a quand même mis en danger sa santé, pas sa carrière, parce que je pense que il n'avait rien à perdre dans ce combat. Il n'avait rien à perdre. Mais quand même sa santé. Donc voilà, il en ressort avec un nez cassé. Alexander est un terrible boxeur. Il a une vitesse de bras incroyable. Et il fallait quand même qu'il ait une préparation de combat.
sur le plan stratégique. Parce que déjà, on a bien vu qu'il n'était pas super affûté, Joe Pa, quand il est monté sur le ring. Et je pense qu'avec une préparation de combat, il y avait quelque chose à faire. Et vraiment, je pense que dans un autre contexte, il aurait pu battre Alexander. Ouais, j'ose le dire, il aurait pu le battre. Mais avec une stratégie de combat. Parce que la stratégie de combat qu'il avait contre Wilder, il ne pouvait pas la faire contre Alexander. Parce qu'Alexander, il avance, il est rapide de bras. Il aurait fallu mettre en place une stratégie pour contrer ce boxeur-là. On voit bien qu'il essaye un peu dans le combat de boxer en reculant, plus travailler avec son jab, mais c'était pas assez préparé. Quand t'as que 24 heures pour te mettre en tête que t'as un combat et contre qui tu combats, c'est très difficile, même si c'est un boxeur qui suit et qui regarde depuis longtemps. Il n'y avait pas la préparation nécessaire. Et à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre d'accepter un combat comme ça au pied levé. Voilà, Joe Pa, il est à un niveau où il peut plus se permettre ce genre de fantaisie. Voilà, de se dire, bon bah j'y vais, allez. Vous mettez le chèque sur la table et j'y vais. Là, c'est là que je dis non, c'est là que je dis stop. Mais à son âge, est-ce qu'il avait vraiment quelque chose à perdre? Non, il avait tout à gagner. Donc, bravo à lui. Voilà, un grand respect pour lui. Et j'espère qu'il va revenir fort en 2017. Il le mérite. Pour finir, je tenais quand même à vous parler de Arthur Beterbiev, qui est un Russe qui boxe en mi-lourd et qui vient de signer son 11e KO en 11 combats. Donc c'est un vrai buzz, ce bonhomme. Donc ce boxeur, c'est un boxeur terrible. C'est un peu le Anthony Joshua, mais des mi-lourds. Et comme on sait que chez les mi-lourds, il y a de très beaux champions, Adonis Stevenson, André Ward maintenant, Kovalev, qui était l'ex-champion unifié. Donc pourquoi pas le voir contre un de ces gros noms. Et je pense qu'il pourrait vraiment, vraiment être un danger et qu'il pourrait être un très beau champion. C'est un peu un Mike Tyson, mais des mi-lourds. Donc voilà, je tenais à finir sur ce boxeur-là qui a boxé le 23 décembre. Passons maintenant au combat des mois à venir, donc des combats de l'année prochaine. Parce que nous avons des très belles affiches et des très beaux noms qui vont combattre. Commençons tout de suite avec en janvier, avec le mois de janvier. Nous avons des Français, et un Français notamment que je considère comme le meilleur Français à l'heure actuelle, c'est Cédric Vitu. Donc notre super champion d'Europe qui va défendre son titre contre Isaac Real, un Espagnol si je ne me trompe pas. Donc j'ai hâte qu'il fasse sa défense de titre. Je pense que lui aussi a hâte de la faire parce que le combat a déjà été reporté car il s'était blessé au tympan. Du coup, il a passé des fêtes à faire des régimes. Vous pouvez voir des photos de lui sur Facebook assez rigolotes. Donc j'ai hâte qu'il fasse son combat. Je pense que lui aussi a hâte de monter sur le ring. Il a qu'une envie, c'est d'en découdre et de passer à quelque chose d'autre, passer au niveau supérieur, c'est-à-dire le niveau mondial. La prochaine vidéo parlera de Cédric Vitu. Dans cette même réunion, nous aurons une très 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 bonne nouvelle. Souleymane Sissoko, notre médaillé de bronze à Rio, qui va faire son premier combat professionnel. Donc voilà, c'est le premier de toute cette team solide qui passe le pas. Donc on va le soutenir. Donc moins d'un an après Rio, il y va, ça y est, il commence l'aventure chez les professionnels et il fait son premier combat en France. On en est ravis. Donc j'espère qu'il va remporter ce combat. Vous pourrez le voir sur Canal+. En janvier, nous aurons aussi donc Carl Frampton contre Leo Santa Cruz, donc deuxième combat, parce qu'ils ont déjà fait un premier combat qui avait été tellement fabuleux que le public en a redemandé. Donc voilà, il sera en janvier. Donc j'ai hâte de voir ce combat aussi. En février, nous aurons Miguel Cotto contre James Kirkland. Donc voilà, deux noms bien connus. J'espérais mieux quand même pour Miguel Cotto, parce que c'est un boxeur que j'aime beaucoup, et comme il est en fin de carrière, que je pense qu'il fera plus beaucoup de combats dans sa vie, j'espérais quand même un nom un peu plus excitant. Voilà. Mais je suis content pour lui quand même de le revoir, ça sera en février. En février aussi, nous avons le retour de Wilder, qui après sa blessure à la main, je vous rappelle qu'il s'était blessé dans sa dernière défense de titre, donc le champion WBC revient, donc j'en suis ravi, ça sera en février, ne loupez pas ce combat. En mars, un régal les amis, vous allez avoir Thurman contre Garcia, donc le combat, je crois que c'est le combat le plus attendu de cette année 2017, donc vite qu'on y soit en mars, ça va être génial. Et c'est tombé, ça y est, c'est officiel, ça fait un moment que le WBA insistait pour qu'il y ait ce combat, et bien Jacobs va rencontrer Golovkin. Ce combat, ça fait des mois
que je l'espère et que je vous en parle, parce que ça va être pour moi, c'est pour moi la plus belle opposition pour Golovkin. Voilà, de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, pour moi la plus belle opposition, c'est contre Jacobs. Voilà, donc j'attends ce combat et j'attends de voir Golovkin contre Jacobs pour voir ce que ça va donner. Ça va être génial, je l'espère. Même s'il y a un KO des premiers rounds, ça va être génial. Ensuite, pour finir, donc voilà, c'était ça la surprise à la réunion de Anthony Joshua, c'est que Klitschko est monté sur le ring en fin de soirée, qu'il s'est mis face à Joshua et qu'ils ont annoncé officiellement que leur prochain combat, enfin leur combat, donc leur prochain combat sera l'un contre l'autre. Donc une chance pour Klitschko de reprendre un titre. Donc Joshua a un titre IBF, donc c'est pas un des titres que détenait Klitschko. Mais il peut redevenir champion, Klitschko. Il a une seconde chance après s'être fait destituer par Fury, je vous rappelle. Et donc Joshua, lui, a enfin une chance d'entrer dans l'histoire des poids lourds, de marquer le coup et de se présenter comme un super champion en battant un gros nom. Voilà. Donc Wilder a déjà défié le vainqueur de ce combat-là. Donc ça nous promet une très très belle année 2017. J'ai hâte, on va se régaler. Donc Joshua Klitschko sera en avril. Et je pense que là, on va être beaucoup à aller voir ce combat et à l'attendre impatiemment. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin d'année. Je vous dis à la prochaine pour encore plus de vidéos Box Attitude. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur Box Attitude Facebook et que là on peut plus communiquer. Donc voilà, vous pouvez me donner vos idées pour les prochaines vidéos. Des fois je peux faire des sondages, je dis bah voilà, j'ai tant d'idées, dites-moi quelle idée vous préférez voir en vidéo. Donc c'est plus facile de communiquer avec moi pour les vidéos à venir, parce que quand vous commentez là les vidéos, c'est les vidéos qui sont déjà faites ou les vidéos qui sont passées. Donc si vous voulez vraiment être actif, parce que moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de personnes actives pour les vidéos à venir, et ben je vous invite à venir sur ma page Facebook. Sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne nuit de Nouvel An. Fighting!